Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de Erige. Ça va bien? Oui, je vais bien, merci. Super. Aujourd'hui, tu vas aborder le DevSecOps, chose qu'on entend énormément parler, puis j'ai l'impression que bien des gens ne comprennent pas tout à fait ce que c'est et comment ça vient changer nos façons de faire au niveau de sécurité, au niveau du développement. Fait que je vais te laisser commencer par une définition de qu'est-ce que le DevSecOps pour qu'on parle justement de la même chose, que la compréhension soit commune. Le DevSecOps, en fait, c'est l'ensemble des activités de sécurité réalisées par les professionnels de la sécurité applicative dans le but de garantir la sécurité des systèmes créés par les pratiques DevOps. Donc, en bref, c'est la sécurité applicative ajustée à un environnement de DevOps. DevSecOps, en fait, ça veut dire développement, sécurité et opération. Et d'après l'acronyme, il est clair que le DevSecOps, c'est le produit de la culture DevOps, en fait. Tout à fait. Mais justement, qu'est-ce que la culture DevOps? Moi, personnellement, je trouve que The Three Ways, qui est popularisé par le livre de référence The Phoenix Project, résume bien les valeurs et la philosophie, en fait, qui guident les processus et les pratiques DevOps. Donc, selon ce livre, The First Way, c'est le travail qui se fait toujours de gauche à droite, c'est-à-dire de développement à l'utilisateur final en passant par les opérations, sans jamais revenir en arrière. Les moyens de maximiser le flux, c'est de faire des mises à jour fréquentes et de s'assurer que les mises à jour ne transmettent pas d'erreurs à la droite et d'optimiser constamment les processus selon les objectifs de l'organisation. The Second Way concerne le feedback rapide de la droite vers la gauche, cette fois. Cela permet de bénéficier du fait que les erreurs en fait, sont moins coûteuses et plus faciles à corriger à un stade précoce du développement. Là, c'est le concept du shift left. L'idée est de créer un code de qualité dès le départ. Et dernièrement, the third way, c'est de créer une culture qui encourage l'expérimentation et la prise de risques. Cela permet d'essayer de nouvelles choses, d'échouer rapidement, fail fast, c'est nécessaire, et d'apprendre des erreurs en cours de route. Très intéressant et justement très pertinent, ces trois éléments-là qui ont été, dans le fond, adoptés justement par le DevOps depuis un certain temps, qu'on voit déjà. Comment cela se répercute, justement, le SEC qui s'ajoute dans le DevSecOps? Oui, exact. En fait, le DevOps, lui, c'est la combinaison des responsabilités de développement et des opérations effectuées par la même équipe et donc la suppression des silos qui existaient auparavant. Donc, en général, le DevOps ne se préoccupe pas trop de la sécurité, la laissant comme un goulot d'étranglement potentiel. Le DevSecOps, lui, c'est une version actualisée de la philosophie DevOps qui intègre pleinement la sécurité dans le pipeline. Donc, c'est un moyen efficace de créer des logiciels qui sont sécurisés en renforçant la sécurité à chaque étape du cycle de vie de développement logiciel, SDLC. Donc, cela contraste avec la philosophie de développement plus traditionnelle, en fait, où la sécurité souvent parvient à la dernière étape, juste avant le déploiement. Oui, bien malheureusement. Puis on a vu que on constate que c'est pas une bonne approche. Je vais te laisser continuer. Oui. Donc, les organisations, en fait, qui partagent la responsabilité du développement et des opérations sont en mesure d'évoluer plus rapidement et par conséquent de mieux réussir. DevSecOps étend cette philosophie en intégrant les objectifs de sécurité. Ça doit être considéré en fait comme le prolongement naturel de DevOps, plutôt en fait qu'un concept totalement différent. Donc, les équipes qui appliquent avec succès les pratiques DevOps devraient considérer DevSecOps comme une étape qui est évolutive plutôt que révolutionnaire. Donc, afin de mieux faire ressortir la différence entre DevOps et DevSecOps, DevSecOps, étant en fait la culture DevOps de responsabilité partagée pour y inclure également les pratiques de sécurité. Les activités conçues pour identifier et résoudre les problèmes de sécurité sont injectées dès le début de cycle de vie de développement logiciel plutôt qu'après la sortie d'un produit.
Cette approche permet de minimiser les vulnérabilités qui arrivent en production, réduisant ainsi le coût associé à la correction des failles de sécurité. Elle crée de l'évolutivité tout en établissant une culture de collaboration qui rapproche la sécurité des objectifs DevOps. DevSecOps vise à intégrer la sécurité à chaque étape du processus, dès l'étape des exigences, et à établir en fait un plan d'automatisation de la sécurité. Ouais, très pertinent, justement, ça évite en tout cas, en théorie, ça devrait éviter tous les problèmes qu'on connaît jusqu'à présent, justement, où des stratégies plus waterfall ou plus traditionnelles vont amener justement on va visser la sécurité par-dessus des logiciels qui malheureusement sont mal conçus pour justement l'intégrer de façon fluide. Puis sur l'expérience utilisateur, ça a des effets aussi là, de me rajouter la sécurité après coup parce que c'est moins ça nuit à l'expérience utilisateur. Puis souvent, justement, c'est une des raisons pourquoi les gens refusent ou ont de la difficulté à intégrer tout ça. Tu me parlais de piliers aussi de la culture. En fait, 4 piliers essentiels doivent être pris en compte lorsqu'il s'agit de faire évoluer la culture DevSecOps d'une organisation. Les principes DevSecOps s'appuient en effet sur 4 éléments en éliminant les silos et en créant une approche collective. Donc, cet environnement de responsabilité partagée exige de briser les barrières entre les équipes. Par conséquent, les personnes sont le point de départ et le fondement de toute mise en œuvre de DevSecOps. Au lieu de considérer l'être humain comme le maillon faible dans le cadre de la cybersécurité, on peut le considérer comme un élément important des défenses de l'entreprise. Il va être le maillon fort ici. La restructuration des équipes DevOps et sécurité pour établir une communication efficace entre elles, ainsi que les formations qui sont ciblées et de bonne qualité, proposées à l'ensemble de l'organisation, ils vont permettre de s'assurer que la sécurité devient un état d'esprit plutôt qu'un obstacle. L'étape suivante consiste à introduire des processus de soutien dans le but d'améliorer encore la collaboration entre les personnes. Ces changements de processus sont conçus pour couvrir les 3 domaines, le développement, la sécurité et les opérations, en assurant la coordination entre eux. Un exemple de ces processus, c'est le threat modeling. Donc, le threat modeling a pour but d'examiner un logiciel en cours de conception afin d'identifier les failles qu'un attaquant peut exploiter. L'objectif de cette analyse est d'informer l'équipe de développement sur les contrôles de sécurité à envisager dans le cadre de leur mise en œuvre. Traditionnellement, ça se fait en prenant en compte l'ensemble du contexte de l'application. Dans le cadre d'un modèle DevSecOps, cependant, le threat modeling se fait à chaque fois des fonctionnalités ou des améliorations sont ajoutées au product backlog par le biais des user stories. Donc, lors de la rédaction d'une nouvelle user story, cette dernière doit également inclure une brève description des menaces qui peuvent être introduites ou affectées par la nouvelle fonctionnalité. Un autre, l'approche DevSecOps nécessite la mise en place des technologies adéquates aussi pour permettre aux employés d'exécuter les processus et les automatiser. En fin de compte, cela réduit la surface d'attaque de l'organisation et permet une gestion efficace de la dette de sécurité technique. La technologie est souvent le domaine auquel la plupart des organisations pensent en premier. Enfin, l'un des éléments les moins en fait pris en compte dans une véritable culture DevSecOps, c'est la gouvernance. Donc, la gouvernance, elle mesure les performances des autres éléments, c'est-à-dire les personnes, les processus et les technologies, et peut mettre en évidence les points sur lesquels il faut se concentrer davantage pour que tous les parties de la culture se complètent. Donc, avant de se lancer dans la mise en place de la culture DevSecOps, les entreprises doivent évaluer leurs équipes de développement, de sécurité et des opérations actuelles. L'objectif de cette évaluation est de planifier comment les approches DevSecOps peuvent être intégrées dans l'organisation
La visibilité de l'état de maturité de l'organisation pour l'adoption du DevSecOps doit être établie avec des mesures claires pour remédier à toute lacune. Pour faire progresser le changement culturel au sein d'une organisation, il faut être capable de suivre les progrès, de mesurer les succès et d'identifier les défis. Les fonctions de gouvernance assurent la surveillance nécessaire pour garantir que les pratiques sont respectées et qu'elles ont un impact souhaité. Si par exemple les outils fonctionnent correctement, mais que les processus qui les entourent sont compliqués, le pipeline peut échouer. Si de bons processus ont été définis, mais que le personnel ne les adopte pas de manière régulière, cela peut également entraîner des échecs. Pour conclure, un bon programme de gouvernance s'appuie sur ces autres éléments, c'est-à-dire les personnes, les processus et les technologies, pour mettre en évidence les problèmes potentiels. C'est très intéressant et tu as souligné des points que je pense qui devraient transcender en dehors du développement d'applications, dans le sens où les processus organisationnels devraient être revus sous l'angle de la sécurité, justement pour bénéficier à l'organisation et prendre des choses peut-être un peu plus de base dans lesquelles certaines personnes vont ouvrir des courriels malicieux, pas parce que ces personnes-là ne sont pas bonnes, mais parce que le processus dans lequel ils sont les oblige à le faire, donc les pas tenus en compte de la sécurité. Je trouve ça très intéressant. Je réutiliser ces concepts-là dans d'autres contextes. Ça va être très intéressant. Et tu vas, je pense, compléter avec le fait comment, mettons, les premiers pas à prendre justement pour une organisation qui veut adopter le DevSecOps dans ses pratiques. Pour la plupart des organisations, DevSecOps nécessite en fait un changement de culture. Ce n'est probablement pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais en faisant le DevSecOps, notre objectif, nous sommes sûrs de réaliser de nombreux progrès en cours de route. Prenons un exemple simple pour illustrer l'idée. Imaginons qu'une application web soit en cours de développement dans le cadre d'un projet DevOps. Tout ce que nous savons, c'est que l'application n'a pas obtenu de bons résultats lors d'une récente analyse de sécurité. Il n'y a ni de modèle de menace, ni d'architecture de sécurité mise en place, évidemment. Donc, la question qui se pose, comment devrions-nous commencer avec DevSecOps? La première étape, c'est d'analyser, c'est-à-dire identifier le prochain défi de sécurité le plus critique. Les résultats les plus critiques de l'analyse indiquent que cette application présente des problèmes évidents, par exemple d'injection SQL. L'objectif est de réaliser rapidement des progrès visibles. Il est donc préférable de traiter ce problème en premier. Tout d'abord, il faut construire des défenses au fil de temps, par petits bouts et non pas en une seule fois. Donc, on commence dans ce cas par créer un ticket, par exemple, pour traiter l'injection SQL. La deuxième étape, c'est la sécurité, c'est-à-dire mettre en œuvre une stratégie de défense. Il faut à ce moment-là examiner les injections SQL pour déterminer quelles parties de l'application sont vulnérables. Une fois cette étape franchie, il faut établir une défense. La meilleure stratégie pour empêcher une injection SQL, c'est d'utiliser la validation des entrées des requêtes paramétrées partout dans notre code. Il peut être utile de diviser cette tâche en plusieurs parties encore plus petites et de remplir donc les détails de notre stratégie de défense en ajoutant en fait des tickets et de commencer à les mettre en œuvre. Et puis la troisième étape, c'est de vérifier le tout, c'est-à-dire automatiser les tests de sécurité. Il existe en fait des outils simples qui permettent de s'assurer que les requêtes non paramétrées sont éliminées du code. Un de ces outils, c'est par exemple, essayer d'utiliser pour avertir les développeurs dans leur IDE s'ils violent cette règle. Il est également important de revérifier automatiquement pendant le processus CI/CD. Et d'effectuer une dernière vérification avant le déploiement. La quatrième étape, c'est la surveillance et la défense, c'est-à-dire détecter les attaques, prévenir par la suite contre l'exploitation des failles.
Il est important d'être attentif à tous les attaquants qui ciblent les attaques par injection SQL pour assurer la visibilité et la protection en production. On peut mettre en place, par exemple, un système d'autoprotection des applications en cours d'exécution, Runtime Application Self-Protection, par exemple. Cela surveille en fait les requêtes et détecte les attaques éventuelles. Dernièrement, c'est la fameuse documentation. Donc, maintenant que ces étapes critiques de la sécurité sont terminées, il est temps de tout documenter. Ça permet de s'assurer que chaque tâche est visible pour le reste. L'équipe permet aussi de savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné aussi, afin de proposer des améliorations potentielles. Une fois chaque étape terminée, il est temps de s'attaquer à la prochaine faille de sécurité. Donc, on va refaire le cycle. On cherche à améliorer la sécurité à chaque itération. La première tentative peut être une solution partielle avec échantillonnage au lieu d'une défense qui est rigoureuse et de tests complets. L'objectif est de faire fonctionner ce cycle et de réaliser des progrès mesurables au fil du temps. Encore une fois, ne pas oublier de créer une documentation pour chaque mise en œuvre afin de s'assurer que nous établissions une base de référence standard pour les applications futures. Maintenant qu'on a suivi les 5 étapes, les premières étapes d'implémentation de DevSecOps, notamment pour résumer l'analyse, analyser, mettre en œuvre une stratégie de défense, vérifier, surveiller et documenter. Supposons maintenant qu'un pipeline CI/CD est mis en place dans le cadre des pratiques DevOps actuelles de l'organisation. Ce pipeline comprend toutes les étapes nécessaires pour amener un bout de code du développement à la production. La sécurité doit être intégrée dans ce pipeline en tant qu'une partie intégrante de la livraison de l'application. En outre, DevSecOps vise à intégrer la sécurité plutôt dans le pipeline CI/CD actuel. Donc, dans chaque phase du pipeline, certaines tâches doivent être consacrées à la sécurité. La mise en œuvre de DevSecOps dans le pipeline nécessite l'adoption d'outils et de processus qui assurent en permanence la sécurité lors de l'écriture, de l'intégration, des tests, du déploiement et des opérations du code. Il existe de nombreux composants différents qui peuvent être intégrés dans le pipeline CI/CD actuel. En général, DevSecOps privilégie l'utilisation des notifications en intégration, c'est-à-dire une intégration en temps réel dans les outils de développement et les opérations habituelles, plutôt que d'avoir des rapports PDF. Toutefois, à certains fins, comme par exemple la conformité, des rapports PDF peuvent être générés. Les membres de l'équipe d'alerte, par exemple, par notification en fait, doivent être informés immédiatement des événements de sécurité par le biais des outils qu'ils utilisent déjà dans le cadre de leur travail quotidien. La mise en œuvre d'une infrastructure de notification encourage les développeurs et ceux qui travaillent en opération à collaborer étroitement avec l'équipe de sécurité afin de s'assurer que le travail est optimisé. Le pipeline DevSecOps doit être conçu pour des boucles de feedback très étroites, c'est-à-dire en quelques secondes, minutes, non pas des heures, semaines ou mois. Plus il est rapide d'obtenir un feedback, plus le pipeline DevSecOps sera sûr et rentable. Au début, un pipeline DevSecOps ne vérifie que quelques éléments simples du logiciel. Et puis, avec le temps, l'objectif est de passer des tests de sécurité manuels à un pipeline entièrement automatisé capable de déployer du code sécurisé directement, c'est-à-dire directement vers la production. C'est très intéressant ces étapes-là, puis justement très formateur. J'ai beaucoup aimé cette conversation-là sur le DevSecOps. Ça m'a inspiré beaucoup. Pour d'autres aspects, comment réutiliser ces belles structures-là, justement, pour aider à faire cheminer la culture organisationnelle en sécurité, mais même au-delà du développement. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce volet-là? On a couvert pas mal tout ce qui était important. Oui.
On a tout couvert, oui. Les 5 points, je pense que c'était intéressant de les voir. Ouais. Ben, super, mais merci beaucoup, merci de ta générosité. C'est très intéressant ces éléments-là. Et j'ai très hâte au prochain dans lequel on va aborder d'autres éléments très importants du AppSec. Merci.